Question directe avec Patrick Martin-Génier. Bonsoir. Bonsoir. Enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir aux éditions Study Rama. Le Premier ministre, Viktor Orban, on l'a vu, est resté inflexible. Patrick Martin-Génier, donc pas prêt à laisser passer ce prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Vous êtes d'accord avec notre correspondant pour dire que c'est vraiment lié au contexte électoral, à ces élections qui ont lieu le 12 avril. Il joue d'ailleurs, il se bat pour faire un 5e mandat consécutif, le Hongrois. Oui, je suis d'accord, d'autant, si vous voulez, qu'il avait donné un précédent accord lors d'un précédent Conseil européen. Il avait donné son accord. Et À donc, partir du moment où il ne participait pas, c'était ça voilà, l'accord. vous savez, Viktor Orban est toujours prêt à faire des entorses aux règles, c'est-à-dire qu'il sort du Conseil européen pour ne pas avoir à voter, il va boire un café, il s'abstient, il n'est pas là. Tout ça pour dire qu'en réalité, au final, il n'est pas contre, mais vous l'aviez bien dit, il est dans un combat électoral, en pleine réélection. Il tente de se faire réélire. Ça fait 10-15 ans qu'il est au pouvoir, et donc il est à bout de souffle. Et finalement, Mal placé dans les sondages. il est mal placé dans les sondages puisque son concurrent le devance de l'ordre de 20%, dans un contexte extrêmement difficile, puisque la Hongrie est devenue un État illibéral en ce sens que la presse n'est plus libre. Il est extrêmement difficile de faire campagne librement. Il y a des sanctions contre les opposants, des poursuites pénales. Les juges ne sont plus indépendants. Donc on voit effectivement c'est extrêmement difficile. Ça ne peut que le favoriser. Et ça ne peut que le favoriser. Mais malgré tout, il y a un ressort salutaire du peuple hongrois, des électeurs, qui commencent à dire que finalement, la Hongrie s'est mise au banc de l'Union européenne et que ça ne peut plus continuer comme ça. Ça serait pour l'opposition hongroise, mais on a l'impression qu'il a fait un peu de Volodymyr Zelensky son ennemi numéro 1 pendant cette campagne, Viktor Orban. Oui, mais ce n'est pas que pour cette campagne. Il a été toujours très proche de Vladimir Poutine. Il n'a jamais accepté au final parce qu'il s'est aussi opposé au 20e train de sanctions contre la Russie. Donc il reste proche de Vladimir Poutine, proche de Donald Trump, qui lui-même veut faire un deal avec Poutine. Et depuis le début de cette guerre, non, il ne veut pas soutenir sans condition l'Ukraine. Et oui, en effet, c'est un ver dans le fruit européen, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la solidarité européenne et il est très dépendant, on l'a vu, sur le plan économique, sur le plan du pétrole, du gaz même, de la Russie. Et donc c'est quelqu'un qui veut continuer à entretenir de bonnes relations. Et son ministre des Affaires étrangères s'est rendu à plusieurs reprises au Kremlin. Il a été reçu par Vladimir Poutine, donc il affiche une entente effectivement très importante avec Vladimir Poutine. Et il pense également qu'il devrait y avoir des concessions territoriales en Ukraine. Et puis cette histoire de réouverture de l'oléoduc de Druzhba, Patrick Martin-Génier, donc est-ce que c'est un argument électoral aussi de l'ouvrir, Oui. de le rouvrir, cet oléoduc qui passe par l'Ukraine, il faut le rappeler. Oui. C'est là, il a été endommagé, me semble-t-il. C'est un oléoduc qui fait, je crois, 4000 km, qui passe en effet par l'Ukraine. Et en fait, il accuse Volodymyr Zelensky de traîner, de ne pas faire toutes les réparations nécessaires pour réouvrir. Et en fait, il l'accuse finalement de faire de ce oléoduc un chantage pour que Viktor Orban accepte l'aide à l'Ukraine. Donc on voit bien que c'est une sorte de chantage. Enfin, il est accusé de cela. Et donc, il est accusé d'avoir traîné sur les réparations. Et c'est pour ça que l'Union européenne vient de proposer aujourd'hui d'aider l'Ukraine à remettre en état cet oléoduc. Donc en fait, elle aiderait Viktor Orban à recevoir le pétrole russe si elle fait ça, l'Union européenne. Oui, mais ça aiderait aussi à débloquer les fonds pour l'Ukraine, puisque c'est 90 milliards qui sont bloqués. Donc en fait, C'est une affaire de compromis, là. Oui, eh ben, c'est toujours les éternels compromis, ce qui fait en fin de compte que ça permettrait à la Hongrie d'avoir son pétrole. Et puis ça Et la permettrait... seule, justement, à continuer à s'alimenter en pétrole russe, Tout à avec fait. la Slovaquie, me semble-t-il aussi, la Oui. République tchèque. Enfin, j'ai Fait un effort. Et donc, malgré les efforts de l'Union européenne, qui veut être complètement indépendante sur le plan énergétique d'ici l'année prochaine, 2 ans, ce qu'elle avait fait d'ailleurs au moment du début de la guerre en Ukraine. Donc c'est très important, mais en effet, c'est un moyen de pression. Et là où Viktor Orban joue gros, c'est qu'il est en train de dire à ses électeurs, voyez, moi, je défends mes intérêts nationaux, je défends mon peuple. C'est d'abord l'intérêt national plutôt que l'intérêt de l'Union européenne et de Bruxelles. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir attendre le 12 avril, attendre le résultat de ces élections avant de remettre ce prêt à Oui. l'Ukraine sur la table? Je crois que ce soit le cas. Soit il est réélu, donc en effet, il pourra donner son aval à ce prêt. D'ici là, on peut espérer que la réparation de l'oléoduc aura avancé. Soit alors c'est son opposant, et donc il y a un changement de gouvernement. Et bien évidemment que son opposant est quelqu'un qui est pro-européen. Il donnera son aval immédiatement à cette aide de 90 milliards à l'Ukraine.
La guerre en Ukraine est moins sous les projecteurs depuis la guerre au Moyen-Orient. C'est aussi plus compliqué pour Zelensky, du coup? Manifestement, oui, c'est plus compliqué. Il a fait une récente visite au Royaume-Uni, chez Keir Starmer, le Premier ministre. Il a fait une visite aussi en Allemagne, partout. Chez Pedro Sanchez en Espagne, et que très clairement, les chefs d'État et de gouvernement lui a dit, nous n'oublions pas l'Ukraine, mais lui, il a peur, effectivement, que tous les efforts militaires américains qui se portent sur le détroit d'Ormuz détournent l'attention de l'Ukraine. C'est d'autant plus fondé, me semble-t-il, que Donald Trump est toujours à la recherche d'un accord personnel avec Vladimir Poutine. Un mot sur le Proche-Orient, enfin sur le Moyen-Orient, sur la guerre au Moyen-Orient, parce qu'elle s'est invitée bien sûr à ce sommet. Ça devait être que l'Ukraine. Et puis finalement, ils sont en train d'essayer de trouver une parade, les pays européens, commune pour faire face à l'augmentation des prix de l'électricité. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver une solution commune, Patrick Martin-Génier, sur cette Ça va question? être extrêmement difficile de trouver une solution commune à 27, mais vous savez comment ça se passe. Il va y avoir des directives, des conseils, des recommandations. Mais la baisse du prix de l'électricité, du pétrole, du carburant en réalité, ce sont essentiellement des mesures nationales. Et la première ministre italienne, Giorgia Meloni, vient d'annoncer une baisse de 25% Des taxes? des taxes. Et c'est ça qui est important. Elle peut se le permettre parce que l'Italie a fait des efforts considérables sur son déficit budgétaire. Ce sera peut-être moins facile pour la France où nous avons un endettement considérable et on sait que les taxes sur les carburants, c'est quelque chose de très important pour les recettes de l'État. Justement, pour l'instant, en France, il n'est pas question de Non. baisser les taxes, mais il va falloir peut-être trouver d'autres types de mesures. Et une mesure européenne, ça ne serait pas... Alors évidemment, la secrétaire de la CGT aujourd'hui parlait d'un blocage des prix, c'est ce qu'elle propose en France en tout cas. Oui, on peut faire ça, ce sont des mesures purement nationales. Que peut faire l'Union européenne? Oui, elle peut baisser les taxes, elle peut s'accorder sur un certain nombre de taxes, favoriser les entreprises, parce que c'est cela aussi dont il s'agit, permettre effectivement la croissance, que la croissance continue, notamment pour les entreprises qui sont en difficulté. Mais vous savez, les mesures essentielles doivent être prises par l'État. Donc on parle de blocage des prix, pourquoi pas, c'est une possibilité. On parle de réduire les taxes et surtout d'aide aux entreprises. Il y a aussi les subventions Les du subventions. pétrole. Oui, mais ça ne pourra pas aller bien loin. On n'est pas dans un État qui subventionne les entreprises. Donc les entreprises subissent. C'est aussi aux entreprises de faire preuve, malheureusement, d'un surcroît de compétitivité, peut-être de baisser les prix. Mais ça va être extrêmement difficile car l'augmentation du prix de l'énergie se répercute nécessairement sur les coûts de production, mais aussi, par conséquent, sur les consommateurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Patrick Martin-Génier, enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. L'Europe a-t-elle un avenir? C'est la 4e édition de votre livre. Merci d'avoir été avec nous.